si la césarienne est la seule façon d'accoucher, c'est bien qu'in fine, tu risques de mourir. Donc en fait, le premier sentiment que tu as, c'est un sentiment d'échec. Dès le départ, l'ambition, c'était de révolutionner la prise en charge des femmes en post-césarienne et post-opératoire dans les parcours où il n'y a rien. Je me dis, il me faut ma matière, il me faut avoir validé les modèles et en gros, il faut que pendant que je suis enceinte, je reçoive les prototypes de mon fabricant pour n'avoir qu'à dire oui, non. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Mon entreprise m'a sauvée de la folie. J'ai quand même l'impression d'être dans un TGV qui est à 400 km/h et de pas et de temps en temps sortir la tête par la fenêtre et de faire waouh, ça va vite. Et ça, c'est désagréable parce que des fois, t'as quand même l'impression que tu rates des trucs, t'es un peu à moitié là, à moitié pas là. Je pense que c'est pour beaucoup d'entrepreneurs. Pour cette nouvelle interview du podcast, je retrouve Audrey Bouillet, fondatrice de Wounded Woman, j'ai réussi à le dire cette fois, qui est une marque engagée, une marque qui aide les femmes à mieux vivre leur post-césarienne, leur post-opératoire. J'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler. Salut Audrey. Salut. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Je suis très, très, très contente de t'accueillir sur ce podcast parce qu'on a déjà plein de sujets en commun, que tu as un podcast aussi, donc du coup, tu es habituée au podcast et ça, c'est plutôt cool. Audrey, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, merci. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt d'habitude de l'autre côté. Il va pas falloir que j'inverse notre dynamique. On verra ça à la fin de l'épisode. Déjà, je voulais te remercier d'être venue de si loin pour enregistrer cet épisode. Et Besançon, c'est pas si loin que ça. Hein. Non, mais voilà, d'être venue parce que tu sais que je déménage d'Île-de-France et tout. Donc, franchement, ça me touche beaucoup et il faut que les gens l'entendent. T'es hyper investie autour de ton podcast, ton matos et tout. C'est très impressionnant. Oh, donc, merci. Je voulais te le dire. Moi, en fait, je m'appelle Audrey. J'ai créé Wounded Woman en fin 2021, mais commercialisation fin du printemps, début d'été 2022, parce qu'en fait, avant, on a fait que de la R&D pure. Donc là, j'étais la tête dans la R&D et j'étais la tête dans mon postpartum, parce que j'ai accouché aussi à ce moment-là de mon deuxième enfant, ma fille. Après une grossesse très compliquée, j'ai failli la perdre, j'ai failli faire une IMG. Donc voilà, moi j'ai eu un parcours de maternité au-delà de la césarienne que j'ai vécu moi-même, très 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 complexe. Et on va en reparler. Voilà. Donc j'ai créé cette entreprise suite à ma césarienne, où j'ai quitté mon CDI pour créer l'entreprise. Effectivement, Wounded Woman, c'est une start-up de santé qui peut apparaître comme une marque parce qu'il y a la partie lingerie, donc il y a la partie produit, et c'est vrai qu'on lui donne une couleur très lingerie entre guillemets normale, jolie, élégante, et qui est pas du tout taguée santé en fait, parce que on veut que les femmes se sentent jolies et qu'elles se sentent pas médicalisées. Pour autant, et que c'est déjà suffisamment difficile c'est dans ça, ces périodes-là. Exactement, c'est pour ça. Et comme je l'ai vécu, je sais que c'est important. Pour autant, ça reste une start-up de santé. On parlera après toutes les autres actions. Et ça me tient à cœur parce qu'on travaille aussi sur le parcours de soins et il y a rien du tout sur le post-césarienne. Il y a certaines choses sur du post-opératoire. Voilà. Donc moi, j'ai créé cette entreprise-là il y a maintenant, on va dire 2 ans et demi. Et je suis maman de 2 enfants. Voilà. Et avant, j'étais dans un domaine qui n'avait absolument rien à voir. C'était quoi? Je veux savoir. J'étais dans l'industrie de défense. Donc, j'ai vendu des systèmes de radar de défense aérienne. Effectivement, et ça n'a rien à voir. Voilà, etc. Ok. Et pour la petite anecdote, du coup, comme la dernière boîte où j'étais a perdu le contrat des sous-marins australiens, le contrat que j'ai rentré là-bas est le dernier plus gros contrat de la boîte à l'époque. Donc, c'était pour 2 milliards d'euros pour enlever les mines qui sont dans nos eaux européennes encore, la mine de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Donc, c'était des bâtiments pour aller enlever les mines de la mer pour éviter que les bateaux commerciaux, en fait, perdent leurs marchandises parce qu'ils passent près des mines. Il faut savoir qu'il y en a encore énormément qui datent de la Seconde Guerre. Voilà. Donc, ok, incroyable. Et c'était pour nos voisins européens. C'est tout à fait public, hein. C'est pour la Belgique et les Pays-Bas. J'imagine que sinon, on t'en parlerait pas. Exactement. Et en fait, je suis assez fière de ça parce que c'est le dernier, donc c'est un énorme contrat et j'étais enceinte, en fait, quand j'ai fait toute cette campagne. C'est des campagnes d'appel d'offres, hein, donc tu te bats jusqu'au bout, tu sais pas si tu vas gagner. Et j'étais enceinte, mon premier enfant que j'ai eu par césarienne. Y a-t-il un lien entre un niveau de stress très élevé et ma césarienne? Peut-être. Mais je pense que par toutes, effectivement, les études que t'as menées, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses dans cet épisode de podcast, moi-même, puis les auditeurs qui nous écoutent aussi. Je te demande pas, effectivement, le lien, comment t'es passé de ce job à monter ta boîte, puisque tu l'as dit, c'est assez évident. Du coup, t'as eu donc une première césarienne. Est-ce que c'est là que les choses
ont déjà commencé à faire leur chemin. Comment ça s'est passé pour toi ? On va rentrer forcément dans le sujet perso parce que ça nous fait arriver sur le pro. Mais est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Oui. Alors en fait, donc moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc je suis très sportive. J'ai fait de la compétition de haut niveau. J'étais vice-championne de France de full contact. J'étais encore en prépa. J'ai préparé le championnat de France de dressage, donc en équitation il y a quelques années. Enfin. T'es pleine de ressources, dis donc, Audrey. Non, mais attends, je dis pas ça pour me vanter. C'est juste mais qu'en je fait, sais. j'étais dans la performance tout le temps. Et j'étais dans un milieu d'hommes, j'étais dans de la compétition internationale, etc. J'adorais ça, mais si tu veux, ça a majoré le choc de ma césarienne, puisque déjà, en tant que, comme plein de femmes césarisées d'urgence, on comprend qu'on aurait décédé, enfin on serait décédé, notre bébé aussi, si la césarienne n'avait pas eu lieu. De facto, si on n'arrive pas à accoucher voix basse, c'est qu'il faut sortir l'enfant, sinon c'est la mort. Donc ça, on y reviendra d'ailleurs, mais c'est une perception qu'ont pas toujours les gynécologues obstétriciens en maternité, qui pour eux, s'il n'y a pas hémorragie sur la table, la femme ne risque pas de mourir. Mais si, parce que de facto, si la césarienne est la seule façon d'accoucher, c'est bien qu'in fine, tu risques de mourir. Donc en fait, le premier sentiment que tu as, c'est un sentiment d'échec et d'incompétence, que tu es incapable d'accoucher, que tu n'es pas capable. Alors t'imagines que moi, en plus, si tu veux, on a su qu'on avait gagné 1 mois avant que j'accouche. Je me suis arrêtée tard, donc en fait, j'étais vraiment encore là-dedans. J'avais préparé mon accouchement, bien sûr, j'avais fait tous mes cours et tout ça. Mais si tu veux, la chute entre l'environnement de performance dans lequel j'étais, en plus, on venait de gagner, tu vois. Donc, t'es dopé à la... Je sais même pas quelle hormone, mais tu vois, t'es en high, quoi. Même si j'étais concentrée sur ma grossesse, attention, mais si tu veux, en plus j'avais une sage-femme qui me disait non mais avec l'autonomie, vous allez gérer vos douleurs, vous allez réussir à accoucher sans péri. Moi je savais que mon bébé fera plus de 4 kilos. C'était en quelle année ça, Audrey ? 2019. Ok. Et donc en fait, si tu veux, 2 choses. 1, j'étais dans un environnement de performance et donc j'avais le contrôle. Et 2, on me faisait croire que si je gérais bien, ça se passerait bien. Ce qui est totalement faux. Je me bats d'ailleurs beaucoup là-dessus en prévention dans le cadre de ma boîte. Et donc en fait, j'ai eu une césarienne d'urgence donc en code orange, pas code rouge, mais en code orange. Mais malgré tout, tu vois, tu vis, t'es dans une salle de naissance, tu vois, avec ta veilleuse, dans le noir avec ton conjoint. T'essaies de gérer tes contractions. On te dit non, faut rester sur le dos, alors que toi, tu peux plus respirer sur le dos tellement ton ventre est énorme, mais on t'oblige à rester sur le dos. On te fait pousser comme une malade, alors que tu sens rien. Donc j'apprendrai plus tard qu'en fait ça m'a luxé le bassin, ça m'a luxé une partie du bassin en fait qui était déplacée. Et puis d'un coup tu pars au bloc, t'es à moitié à poil sur ton brancard, t'es séparé de ton conjoint, on t'attache les bras, t'as les néons dans la tronche, on te met le champ. C'est très violent, mais c'est inhérent à la césarienne. Le seul truc c'est qu'on te dit comme vous savez pas accoucher, on part en césarienne. Et ça, c'est pas acceptable parce que du coup, ça ancrait déjà là le sentiment d'échec et d'incapacité. Ça me remonte pas mal de souvenirs. Ouais. Et en Première fait, grossesse, je l'ai vécue de la même façon que toi, césarienne d'urgence code rouge. C'était en 2015. J'avais 23 ans à ce moment-là. Et je me suis pris un tsunami dans la tête. Et effectivement, ce sentiment d'échec, mais par la perception de tout le monde autour de toi, quoi. Effectivement, je l'ai entendu quand tu l'as dit, tu sais pas accoucher, quoi. Et moi, je suis restée qu'avec ça pendant des années. Et tu vois, en fait, je raconte pas ça pour juste le raconter, c'est qu'en fait, moi, je sensibilise, et on parlera de ce que fait Wonder Woman après, mais moi, je sensibilise énormément au fait que j'ai plein de choses qui viennent dans la tête, donc il faut que je trie, il y aura jamais rien de comparable en vécu physiologique, biologique, psychologique, physique qu'une césarienne d'urgence. Il y a rien de comparable parce qu'en fait tu accouches et en même temps t'es opérée. Non prévu. Parce qu'une césarienne programmée, il y a plein de femmes qui le vivent mal, mais elle est prévue. Donc il y a quand même un minimum de protocole autour et tu as un minimum de temps de préparation. Une césarienne d'urgence, tu es opérée alors que c'était pas prévu. Il y a rien qui est comparable à ça, à part évidemment un accident. Mais là t'accouches en même temps. Et t'es dans un moment de vulnérabilité qui est extrême. Je parle beaucoup du livre de Lucie Joly, la dépression au féminin, parce qu'elle explique physiologiquement aussi dans quel état tu es en termes de niveau de cortisol, l'équilibre de tout ce qui est hormonal et neurotransmetteurs à ce moment-là, qui explique en fait une vulnérabilité psychique énorme. Et en plus, t'es opérée.
Il y a rien de comparable à ça. Donc tout ce qui se passe à ce moment-là, tout ce qui est dit, tous les actes manqués, pire, les mots malveillants, il y en a. Et ben en fait c'est ancré en toi comme jamais. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, n'importe quelle femme qui a accouché en césarienne d'urgence se rappelle de tout ce qu'on lui a dit. Et c'est ancré dans sa tête, c'est marqué au fer rouge. Et ça c'est pareil, pourquoi ? Il y a rien de comparable, parce qu'en fait t'es tellement en état de choc que tu te dissocies, mais surtout c'est marqué en toi. Donc voilà. Je trouve qu'il y a une question de chance, j'allais dire, là-dedans, de l'équipe médicale sur laquelle tu tombes. T'es sûre ? Tu le sais, on en a déjà parlé. Moi, j'ai vécu 2 césariennes d'urgence et une grossesse extra-utérine où j'ai failli rester sur le billard. Et ces 3 moments ont été vécus de façon complètement différente. La première césarienne d'urgence est extrêmement traumatisante. La deuxième grossesse extra-utérine, bon, on n'en parle pas parce qu'alors là, oui, évidemment, c'est encore autre chose. En 2 heures, on t'apprend que t'es enceinte, qu'en fait tu vas peut-être mourir et qu'il faut t'opérer. Enfin bref, c'était là un tsunami. Et pour le coup, là, je me suis fâchée avec l'obstétricien qui allait m'opérer, qui du coup m'a balancé juste des mots atroces avant de m'endormir. Enfin, j'étais au niveau de... Je me dis, si j'étais pas revenue ce jour-là, je serais restée là-dessus, quoi. Et ça me... Bref, ça m'énerve encore beaucoup, même si j'ai quand même calmé ma colère. Et troisième, donc deuxième césarienne d'urgence pour ma deuxième fille, beaucoup mieux vécu. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a accompagnée tout du long, qui m'a expliqué, qui m'a laissé le temps, même si c'était urgent, m'a dit c'est urgent à quel point, et il a pu me laisser le temps de m'approprier quand même le message. Bon, après, je l'avais déjà vécu, donc... Forcément, il y a un sentiment de déjà connu. Mon mari était là. Voilà, ça change beaucoup de choses, tout ça. Et ça change tout. Ouais, mais c'est quelque chose sur lequel on revient beaucoup, puisqu'avec Wonder on travaille sur le parcours de soins. On a fait la première étude qui a jamais été réalisée sur le post-césarienne. Moi, je dis en Europe, mais en vrai, au monde, ça n'a jamais été mesuré nulle part. Donc, quel est l'impact de la césarienne sur la vie des femmes ? Ce que je veux dire, c'est qu'on s'intéresse pas à ça, en fait. Exactement. Impact social, impact économique, impact santé plus tard. Avant de poursuivre ça, je vais revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce sentiment d'échec et d'incapacité qui s'ancre à ce moment-là de la césarienne d'urgence, ça va poursuivre la femme dans sa vie personnelle et professionnelle. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et que donc, il est indispensable à la fois pour le bien-être physique et psychologique, parce que notre étude montre que plus la césarienne est en urgence, plus la femme est en dépression ou en choc, plus sa cicatrisation est mauvaise. Donc, elle va mettre plus de temps à retourner bosser, etc., etc. Donc, et genre, c'est vérifié parce que c'est là tu vois dans les chiffres de l'étude, voilà. Deuxième, rien à voir. Voilà, exactement. Et en j'ai une cicatrice qui est nette et tout, alors que la première était boursouflée. Enfin, rien à voir. Non, mais en fait, on le sait. Tu vois, les kinés, les ostéopathes qui sont spécialisés là-dessus, ils le disent. Mais en fait, là, les chiffres, tu peux pas aller contre les chiffres. Dans l'étude, on a posé volontairement la question sur le rapport au corps, sur la cicatrice, sur la durée de douleur, sur la durée de cicatrisation. Il n'y a pas photo. Les chiffres sont parlants. Toutes les femmes qui sont accouchées en césarienne d'urgence, évidemment majorées pour les codes rouges, et les femmes qui sont en dépression dans l'étude, sont celles qui cicatrisent et qui ont le plus mal et qui ont mal le plus longtemps, jusqu'à plus d'1 an. Donc, il n'y a pas de sujet. Et donc, voilà, tout ce qui est dit à ce moment-là est ancré, mais va poursuivre la femme dans sa vie ensuite. Et c'est ça, moi, qui me fâche beaucoup. Parce qu'on n'accouche pas 14 fois. Parce que tu l'as toi-même vécu. Oui, mais parce qu'en fait, on n'accouche pas 14 fois dans notre vie. Et que donc, ces 2-3 fois où tu vas pouvoir vivre ces moments-là, s'ils sont mal accompagnés, la résonance est énorme. Je sais pas si t'as été opéré d'autre chose, mais quand t'es opéré d'autre chose et que t'es pas toujours pris en charge de manière bienveillante, ça n'a pas le même impact. On est vraiment dans une situation physiologique, biologique, psychique très spécifique quand on est enceinte. Et ça majore en fait, encore c'est pas moi qui le dis, c'est les psychiatres, ça majore en fait les risques de choc post-traumatique et de dépression, qui ne sont pas la même chose, qui n'arrivent pas au même moment, et qui ne se soignent pas de la même manière. Voilà. Donc, tout ça pour répondre à ta question d'origine. On sent que t'es engagée, Audrey. Tout ça pour te répondre à ta question d'origine, c'est que, en fait, j'ai vécu ça, j'ai vécu un choc, j'ai vécu l'incompréhension de mes proches, 0 suivi, 0 parcours de soins. Donc, tu rentres avec 15 cm de cicatrice, t'as personne à domicile, à part jusqu'au retrait des agrafes. Après, il n'y a plus rien. T'as le rendez-vous des 6-8 semaines de contrôle, comme toutes les femmes. Y a aucun suivi de rien. D'ailleurs, du coup, moi, j'ai eu un œdème qui aurait dû être drainé, qui l'a pas été. Donc, j'ai eu un énorme bourrelet de césarienne.
une induration très importante, ce qui du coup m'a empêché de m'habiller, ce qui du coup m'a fait me dire, on est en 2019, et si je veux remettre mes costumes de boulot, je ne peux pas fermer mes pantalons parce que j'ai ce bourrelet et que ma cicatrice me fait mal, on fait comment? Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à réfléchir, que j'ai commencé à faire un questionnaire que j'ai envoyé largement, et que j'ai découvert que même si la césarienne, c'est quand même 150 000 femmes par an en France, c'est une femme sur 5 qui accouche, en fait, il y a tout un tas d'autres chirurgies abdominales qui vivent le même abandon en termes de soulagement de cicatrice, c'est-à-dire de pouvoir s'habiller, de pouvoir vivre sa vie et, comme je dis, être libre et puissante, faire du sport, te tenir debout, porter ton enfant, je sais pas, sortir avec tes copines, etc. Et que, des femmes qui vivent des cancers, utérus, ovaires, côlon, des femmes qui ont des célioscopies. Dans le cas de la fertilité, par exemple, on va leur mettre, la petite caméra, on fait 5 points pour aller regarder à l'intérieur du ventre, l'endométriose. En fait, il y a tout un tas d'autres chirurgies qui vivent ce même handicap à l'habillement et donc te plongent dans l'isolement. Et c'est une partie de notre féminité, disons-le. Et on n'en parle même pas de ça. C'est de l'estime de toi, tu te vois avec une cicatrice, mais le ventre est une zone molle, donc en plus, ça crée des adhérences profondes. Donc parfois, on te dit, mais je comprends pas, elle est belle ta cicatrice, sauf qu'à l'intérieur de ton corps, entre tes tissus, c'est un chantier en fait. C'est collé à ton intestin, donc dès que tu manges, t'as mal au ventre, tu sais pas pourquoi. Enfin, voilà, on va pas faire une masterclass, mais tu vois. Et en fait... je vois pas du tout de quoi tu parles, non. Je me sens extrêmement concernée. Non, mais c'est vrai que alors, je crois que j'ai eu la chance aussi, tu vois, après ces périodes-là, de travailler à la maison, en digital, et de pouvoir être libre de ça. Mais je mettais mes pantalons parce que j'avais envie de les mettre, mais je tenais, je pense, à peu près 5 minutes avec le bouton et la braguette fermés parce que ça me faisait tellement mal que j'étais obligée soit de finir en jogging, soit finir avec le pantalon complètement ouvert et puis en visio, tu te dis bon, faut juste pas que je me lève parce que juste en fait à un moment c'est intenable et puis ça peut encore arriver des années après. Enfin moi je ressens encore parfois les douleurs qui se relancent et franchement c'est pas agréable. Alors c'est là qu'on va faire le petit moment de prévention. Consulter des kinés du réseau du kiné du sein, donc RKS, parce qu'ils sont spécialisés sur les lésions du fait de la chirurgie du sein, parce que la chirurgie du sein, quand ça touche les ganglions et les systèmes lymphatiques, les femmes ne peuvent plus soulever le bras. Donc ils sont vraiment très très spécifiques et ils peuvent vraiment aider sur les adhérences profondes et sur la cicatrice cutanée. C'est vraiment leur spécialité et c'est à tout moment de la vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où ça va mieux, c'est comme la rééducation du périnée, il y a des moments où ça va mieux, puis il y a des moments pour X raisons, t'as fait des efforts, t'as sollicité ton corps, tu recommences, tu refais. Et ça, il faut pas hésiter à le faire, tu vois, parce que en fait, on se prend tellement pas en charge après notre césarienne, surtout si on est en choc, en hypervigilance sur notre enfant ou nos enfants. On remarque qu'en fait, les femmes vont consulter très tard. Vont parfois pas consulter. J'ai quand même 20% de femmes dans l'étude qui ont répondu qu'elles avaient eu 0 rendez-vous et c'est majoré pour les femmes qui ont des accouchements prématurés parce qu'en fait elles sont attends, imagine l'aberration. Elles sont au chevet du bébé en réanéonate, donc elles sont dans l'hôpital et c'est celles qui ont le moins de suivi. Mais ouais, c'est aberrant. Elles sont dans la structure, les gars. Pourquoi est-ce qu'on prend pas le temps, on les prend pas 1 heure pour checker gynéco, cicatrice, et psy, hein. Voilà. Non, mais exactement. S'il vous plaît. Les 3. Non, mais les 3. Et pourquoi est-ce que c'est pas fait? On a mis plus de 6 mois à voir que j'avais fait un choc post-traumatique. Pour ta grossesse extra-utérine? Pour la grossesse extra-utérine. Et du coup, là, 7 ans après, je me traîne encore ces choses-là. Et là, je suis en thérapie EMDR pour retravailler très bien. Parfait. Ces choses-là. Enfin, c'est juste hallucinant, mais effectivement, parce qu'on n'en parle pas. Et je suis contente que sur ce podcast, on puisse en parler, que tu puisses défendre ce message. Et si je reprends le fil de l'histoire, quand même, du coup, il y a cette césarienne. On sent que tu l'as extrêmement mal vécu parce qu'on le sent dans l'énergie et dans la colère. Je pense que tu t'as ressenti injustice et colère, voilà. Ça a donné tout de suite naissance à Wounded Woman. Pas tout de suite. Enfin, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu une concomitance de plein de choses. Déjà, moi, je venais de rentrer à un énorme contrat. J'avais conscience que je rentrerais probablement pas d'autres comme ça dans ma carrière. Moins d'1 an après Covid. Je rentre pendant le Covid une suite de ce contrat avec des négociations de plus de 6 heures, tu vois, sur des lignes sécurisées avec mon fils en portage, avec ma césarienne qui me fait mal et tout. Ça se passe pas hyper bien avec ma boîte. Voilà, je dirais pas en plus ici, mais pas très bien traité. Et on a un différend et donc on décide de se séparer. Du coup, moi, je me dis, vu ce qui ressort des questionnaires que j'ai fait, des besoins, je vais me lancer. Et en fait, j'avais toujours eu envie d'avoir ma boîte en vrai.
Je pensais pas forcément dans la santé. À l'époque, quand je voyageais beaucoup, je trouvais que c'était insupportable, tu sais, dans nos costumes, pas de poche pour mettre des cartes de visite, les vestes toujours un peu estriquées, c'est-à-dire que la poitrine, c'était jamais vraiment bien mise. Dans les avions, c'est jamais adapté pour une femme qui a un sac à main ou, enfin, je sais pas comment t'expliquer, les miroirs des sièges, ils sont toujours hyper hauts, tu te vois pas. Enfin bref, je trouvais que c'était pas du tout fait pour les femmes et donc j'avais envie de faire un truc pour les femmes, tu vois. Il y avait quand même déjà pour le coup, défendre la femme, c'est ta mission de vie, quoi. Il y a pas de sujet. J'avais déjà vachement envie de ça. Puis j'étais très choquée aussi de voir que des femmes qui avaient des enfants, alors la boîte où j'étais a beaucoup changé. Hein. Elle s'est énormément améliorée, mais à l'époque, elle disparaissait en fait. Pendant 2 ans, on les voyait plus et je trouvais que c'était, enfin pour moi, c'était insupportable, tu vois. Et je me suis dit, il y a quand même un problème pour les réintégrer en fait, tu vois, quand elles veulent revenir. Donc j'étais plus là-dessus. Et puis bah voilà, la césarienne est arrivée. Je vois ce qui ressort des questionnaires. Il se trouve qu'on se sépare avec la boîte. On déménage, on quitte Paris, on va dire qu'on est juste à Paris, on quitte Paris. Et en fait, je me rends compte que je suis tombée enceinte de ma fille. Okay. Ce qui n'était pas du tout prévu à ce moment-là. Et en fait, malheureusement, va s'enchaîner plein de choses. C'est-à-dire que moi, je décide de me lancer, mais en même temps... Alors, il faut savoir que mon fils aîné avait eu du reflux. Donc moi, ça faisait 2 ans que je dormais pas. Enfin, quasiment 2 ans que je dormais pas. Et en fait, j'apprends pendant ma grossesse que je vais peut-être perdre ma fille. Mais qu'on me demande de poursuivre la grossesse. Si tu veux, je quitte la boîte début novembre. Je regarde un peu des endroits où je peux me faire incuber. J'apprends que je suis enceinte. Et le 23 décembre, j'apprends la veille de Noël que ma fille a potentiellement une malformation très grave et que je vais peut-être devoir la perdre. Donc j'ai une biopsie du tronfoblast. T'as combien de temps de grossesse C'était l'écho du 3e mois. Okay. Je fais l'échographie, enfin je fais une biopsie du tronfoblast le 31 décembre. Et je ne saurais que quasiment à 6 mois, que fin février, que en fait ce qu'ils ont vu n'est plus là, parce que j'ai eu des échos toutes les semaines, et que potentiellement elle va bien. Moi je décide qu'elle va bien et du coup je démarre ma grossesse à ce moment-là, donc personne ne sait que je suis enceinte. Comme c'est les queues de Covid, il y a des confinements tout le temps. Et tu dis, je commence ma grossesse à ce moment-là. Moi, j'avais pas de ventre. Psychologiquement, mais ouais, il y a un déni. J'avais ma poitrine s'était développée, j'avais déjà en plus des écoulements de colostrum et tout, ce qui est du coup hyper dur parce qu'en fait, toi, tu te dis, bah si je fais une IMG, moi, mon corps a changé, tu vois. Puis l'IMG, c'est quand même une décision difficile. Hein. Je recommande à tout le monde le documentaire de Sophie de Chivray, Un berceau vide. C'est que c'est quand même une décision qui est prise d'arrêter une grossesse parce qu'elle n'est pas viable et ça reste quand même très difficile. Tu vois, si tu perds ton bébé, c'est terrible, tu fais un deuil, mais quelque part, tu l'as pas choisi. Tu vois, là, tu vis et c'est que t'as conscience quand même. C'est quand même, moi, je trouve ça difficile. Donc, j'étais pas prête à ça, pas de suivi psychologique, aucun. Ils me font dépasser le délai de l'IVG parce qu'ils veulent pouvoir poursuivre l'observation de la grossesse. Donc ça, c'est pareil, ça a été très violent et très difficile. Donc moi, j'avais pas de ventre. Et puis, bah, quand ils nous annoncent qu'ils ne voient plus à l'écho de malformation, moi, je décide qu'elle est normale. En plus, on avait eu des résultats de prise de sang qui indiquaient rien de particulier. Donc moi, je me dis, elle va aller très bien. Et en fait, mon ventre sort en 1 semaine. Et que je te dis, en fait, comme c'était les queues de confinement, c'était en début 2021, enfin, avant le printemps 2021, en fait, on voyait personne parce qu'on était tous encore confinés. Nous, en plus, on était à la campagne, donc on voyait encore moins nos proches qui étaient un peu partout. Et donc, personne ne savait que j'étais enceinte. Je crois qu'il y avait que ma mère qui savait, ma sœur. Et donc, on annonce ma grossesse à 6 mois, quoi. Waouh. Tu vois? Et en fait, pile là, à ce moment-là, je suis incubée chez Willa. Okay. Et donc, je démarre, en fait, les débuts de réflexion sur tout 2021. Je vais commencer mes réflexions, je vais lancer ma R&D. Parce que tu pars du problème de ce que tu as vécu et tu dis, il faut que je trouve une solution. Exactement. Mais du coup, l'idée est pas là tout de suite, quoi. Ah si. En fait, je te dis, quand j'ai vu que je pouvais pas m'habiller après ma césarienne, je savais qu'il fallait de la lingerie. Okay. Sauf que, parce qu'il y avait rien autour et qu'il y avait pas de parcours de soins, dès le départ, pour moi, c'était pas que de la lingerie. Et dès le départ, pour moi, c'était une boîte de santé. C'était pas une marque, tu vois. Dès le départ, l'ambition, c'était vraiment de révolutionner la prise en charge des femmes en post-césarienne et post-opératoire dans les parcours où il y a rien. Et tu vois, aujourd'hui, Wounded Woman, c'est de la lingerie spécialisée. C'est un travail sur le parcours de soins. Donc, on a créé un parcours de soins. On a fait la plus grosse étude qui a jamais été faite sur le post-césarienne. On en a issu 30 recommandations. Je travaille avec des maternités un peu partout en France, avec des organismes de santé, gynéco-obstétrique, etc. Il y a 19 experts de santé de différentes professions, dont beaucoup de gynéco-obstétriciens, mais pas que, des kinés, des ostéos, des pharmaciens, des consultantes en lactation, des anesthésistes, cardiologues, etc. qui ont... Si c'est pas une mission de vie, tu ne le fais pas. Hein. avec qui j'ai fait viser en fait toute cette étude qui a été analysée par des instituts indépendants. C'est pas moi toute seule.
Et donc, issu de tout ça, on a une formation pour les pros qui va sortir, qui est la plus complète qui ait jamais existé. On a l'étude avec les chiffres, c'est la première fois qu'on a ces chiffres-là, qu'on a restitués à l'Hôtel Dieu le 20 novembre. Et moi, je fais aussi des conférences de sensibilisation aussi. Donc ça, c'est sur toute cette partie care. Et on a le podcast pour libérer la parole, en fait, qui s'appelle La Voix des femmes résilientes, ça t'étonnera pas, où il y a des femmes qui viennent partager leur expérience de cicatrices physiques et de cicatrices psychologiques. Et forcément, donc donner leurs tips, comment elles ont vécu, qu'est-ce qui les a aidées. Donc ça peut être des assos, des livres, des films, des gens, du soin, ça peut être plein de choses. Et il y a aussi des soignants qui viennent expliquer du coup de tout cet écosystème qu'on a créé. Donc souvent c'est ceux de mon board médical, mais pas toujours. Et ils viennent expliquer comment eux accompagnent leurs patientes, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et quelle est leur vision du soin. Et en fait, ça permet aussi des fois de reconnecter les femmes avec la santé parce que quand tu as eu l'impression, le vécu, d'avoir été maltraitée, d'avoir mal vécu les choses et que tu n'as pas été bien prise en charge, bah, tu quittes le système de soins. Et moi, j'ai plein de témoignages de femmes. Moi, je reçois à peu près 50 messages, ça défend entre presque 100 des fois. Ouais, 50 messages par semaine de femmes qui me racontent leurs histoires. Et il y a quand même des femmes qui passent de la césarienne d'urgence code rouge à je veux accoucher chez moi sans aide médicale. Et c'est dramatique parce qu'en fait, elles se mettent en danger. Qu'il y a quand même des accouchements à domicile qui peuvent être supervisés, qu'en plus c'est quand même déconseillé sur l'utérus cicatriciel, parce que tu as des risques de rupture utérine. J'ai demandé un accouchement physio, je voulais absolument pas de médicaliser. Voilà. Bon, ça s'avère que ça a fini en césarienne. Voilà. Mais parce que j'ai eu quelqu'un à l'écoute, un obstétricien. Mais tu peux très bien commencer un accouchement physio dans une structure comme peut le faire les Bleus à Paris avec une maison de naissance où t'as si tu veux, le transfert de la mère est prévu, il est timé, il est organisé. Donc, si toutes les conditions sont au vert pour faire cet accouchement physio, il y a tentative. Et si jamais il se passe quelque chose, t'es supervisé et on te transfère tout de suite au bloc. Mais ça n'est possible que si derrière... Ça n'existe pas partout déjà. Alors, ça n'existe pas partout. J'aimerais bien. Ouais, non, c'est sûr. Mais si tu veux... je dis ça parce que oui, il y a des comportements et des façons de faire à l'hôpital qui sont pas OK. Mais en fait, quand moi, je travaille avec des soignants qui sont ultra engagés, je peux pas tout critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, il y en a. Je peux te dire que l'enquête, il y a 6000 femmes qui ont répondu. Il y a 1500 réponses complètes. J'ai 1500 témoignages écrits parce que j'ai 5 questions rédigées dans tout le questionnaire. Je les ai toutes lues. Et je peux te dire que le niveau de maltraitance, en tout cas de vécu de maltraitance, physique ou verbale, il est très élevé. C'est plus de 16% des répondantes dans le questionnaire. Donc c'est même plus haut que le chiffre qui est sorti dans le dernier rapport de santé périnatale. Donc ça peut pas être ignoré. Pour autant, il faut saluer les bonnes idées et les tentatives de faire en sorte que ça se passe au mieux. Parce que qu'on le veuille ou non, une césarienne d'urgence, ça reste un accident obstétrical. Comme tout accident, c'est la prise en charge qui compte, mais de facto, pour ce qu'elle est, elle restera un choc. Ce qui compte, c'est comment elle est prise en charge, comment t'es accompagnée tout de suite et après. Parce que parfois, il arrive que sur le moment, ce qu'ils veulent, c'est juste nous sauver la vie. Donc, il y a des choses qui sont pas forcément bien faites. Ce qui compte, c'est comment t'aides la femme à guérir tout de suite après, en salle de réveil et en chambre. Tu vois, tu rattrapes parce que bon, après tout, fallait quand même sauver la femme et son bébé, tu vois. Donc il faut condamner ce qui est mal fait, mais il faut saluer aussi les initiatives qui sont bien faites et qui font du bien aux femmes. Voilà. Et qui, je l'entends, vont aller dans le bon sens parce que tout ce que tu mets en place aidera nécessairement à aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut revenir aussi rapidement sur du coup la marque de lingerie? Oui. Parce que je veux que les femmes sachent que ça existe. Ouais, bien sûr. Je veux savoir comment ça fonctionne aussi. D'accord. Ah oui, tu vois, je suis une mauvaise commerciale parce que j'en ai une sur moi, mais j'ai même pas ramené de boîte avec le produit, tu vois. Donc comme quoi, je crois que je suis trop orientée santé, prévention. J'ai même pas pris les produits avec moi. En fait, la lingerie, en fait, c'est simple. On a 2 gammes. On a une gamme, qui soulage, qui maintient avec une matière qui est très spécifique, qui est faite en France, qui normalement est utilisée plutôt dans le sport de très haut niveau. Pourquoi ? Parce que du coup, elle fait une seconde peau, elle maintient, elle est anti-UV, elle est thermorégulante. Ok. Elle est ultra performante. Et on a utilisé cette matière parce que c'est la meilleure pour les cicatrices, parce qu'il n'y a pas de frottement, parce que du coup, ça bouge pas, parce qu'elle protège des UV même sous les vêtements légers l'été, parce que les UVA traversent, les shorts, les robes, ça traverse. Nos modèles noirs portent en maillot de bain et donc peuvent protéger des UV la cicatrice. On n'expose pas une cicatrice pendant plus de 2 ans au soleil, sans crème.
Donc c'est hyper important si on a une césarienne en février-mars et qu'on va allaiter, s'exposer, il faut protéger sa cicatrice, donc soit avec de la crème, soit avec nos modèles. Césarienne, mais toute cicatrice. Hein. Ah oui, bien sûr, pardon, je pensais, parce que parfois les femmes se disent, d'ici l'été, tu vois, je pourrais, etc. Mais toute cicatrice, hein, effectivement. Et d'ailleurs, moi, là, ça se verra, mais j'ai une grosse cicatrice au front, moi j'ai eu un cancer de la peau au visage. Et c'est pareil, quelle que soit la cicatrice, c'est pas de soleil pendant au moins 24 mois, donc 2 ans. Donc on a cette gamme-là, donc avec cette matière hyper spécifique qui sèche en plus très vite. Donc tu vois, j'ai des femmes qui ont 2-3 modèles, elles les lavent et elles tournent avec ça très bien. On a une coupe taille haute, une coupe taille très haute. Et on a une gamme absorbante, donc que en coupe très haute par contre, qui est également polyvalente. Il faut savoir que nos culottes se portent tout de suite à la maternité. J'ai encore eu un témoignage hier d'une femme qui la porte à la maternité. Là, je crois qu'elle vient de sortir, mais donc quand elle m'a écrit, elle était encore à la maternité. Mais elle se porte après toute la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient après la culotte qui, tu sais, quand tu la mets, t'es hyper bien, t'es maintenu, t'es confort, t'as pas mal. Donc en fait, j'ai des femmes qui les mettent pour le sport, j'ai des femmes qui vont les mettre pour sous une tenue un peu moulante, tu vois, parce que t'as un peu le bourrelet de césarienne, tu veux qu'il se voit moins, tu mets ta culotte Wonder Woman. Aujourd'hui, la culotte, elle a fait de la moto, du sauna, du triathlon, de l'équitation, du vélo. Ah oui, dans triathlon, vélo, ok. Évidemment de la natation, du ski. Font tout avec, en fait. Après, le post-opératoire. Et il y a une protection qui est intégrée. Alors, ou c'est dans une option. Voilà, donc en fait, dans la gamme, on va dire qui soulage la gamme, la première qu'on a sortie, tu mets des protections jetables. C'est pour ça qu'on a fait une collaboration avec une marque française pour que quand les filles vont sur le site, elles puissent tout de suite acheter sur le site et leur modèle et la protection jetable clean, qui est pas avec plein de produits dégueulasses. Et notre gamme absorbante, en fait, c'est pareil. Donc, elle est polyvalente. C'est d'ailleurs devenu notre best-seller, le modèle Amandine. C'est celui qui est le plus absorbant parce que le pad est très fin alors qu'il est très absorbant. Et c'est une culotte qui va être à la fois, donc, toujours protéger les cicatrices, c'est la même matière principale, ou soutenir le ventre, etc. Mais avec un pad qui va donc être parfait pour le post-accouchement, pour les règles, pour les fuites urinaires. Mais aussi, il a été conçu spécifiquement pour les cicatrices du périnée. Donc, il va aussi soulager tout ce qui est cicatrices du périnée, déchirures, épisio, hémorroïdes. Et il est tellement quali que non seulement l'absorption est évidemment géniale, mais en plus, il va avoir cet effet coussin. C'est-à-dire que si tu as une cicatrice du périnée qui suinte longtemps, et ça peut arriver quand tu as une cicatrice du périnée, notamment bien une grosse déchirure, ça peut suinter longtemps, ou que tu as des hémorroïdes, tu vois, des petits hémorroïdes externes qui s'en vont pas et qui à chaque règle te dérangent, bah là en fait ils montent suffisamment haut pour te faire un peu ce coussin. Et ce qui fait que quand tu t'assieds, quand t'as ta couture de pantalon, tu sais qui va venir bien t'irriter, etc., bah ça va venir te protéger. Donc on est vraiment sur des produits qui sont polyvalents à tous les moments de ta vie, qui durent très longtemps, qui sont français, et qui sont aujourd'hui plébiscités par les médecins eux-mêmes, puisque maintenant j'ai des femmes gynéco et médecins qui sont opérés ou qui accouchent, qui les mettent et qui les adorent. Donc voilà. Incroyable. Audrey, on comprend vraiment l'envergure de Wounded Woman et je trouve ça juste incroyable. Tu nous partageais tout à l'heure que du coup t'apprends que t'es enceinte et en même temps t'es incubée enceinte pour la deuxième fois, qu'en même temps t'es incubée. Comment ça se passe? On revient dans la vision plus entrepreneuriat. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors à ce moment-là, je dis pas que je suis enceinte d'ailleurs, parce que tout est en visio, et tant mieux, parce que c'était des queues de Covid, et ça va me permettre d'être incubée et d'être ensuite prise dans le programme suivant en ayant accouché, et je peux donner le sein à ma fille, voilà, qui va aussi avoir un reflux encore pire que mon aîné, donc j'ai vraiment vécu un enfer, mais du coup je fais tout en même temps. Mais le truc à dire, c'est que tout est toujours une question d'organisation, c'est qu'en fait je fais cette incubation enceinte, et je comprends qu'en fait, si je veux avoir un minimum un mois d'or, c'est-à-dire un minimum de temps pour profiter de ma fille, parce que j'imagine qu'elle va dormir et qu'elle aura pas de reflux, évidemment, et qu'elle sera à côté dans son berceau en train de dormir pendant que je travaille, parce que apparemment je vis dans le monde de Bambi, tu vois. Je me dis, il faut qu'avant que j'accouche, j'ai trouvé la matière. Parce qu'à ce moment-là, je ne bosse que sur la partie lingerie. Toute la partie autre, on fait de la prévention, mais à ce moment-là, on fait que la partie lingerie. C'est notre entrée de positionnement sur le marché, c'est par la lingerie, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, je tiens à le dire. Il n'y a rien d'équivalent. Et du coup, je me dis, il me faut ma matière, il me faut avoir validé les modèles, et en gros, il faut que pendant que je suis enceinte, je reçoive les prototypes de mon fabricant pour n'avoir qu'à dire oui, non. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Waouh. Donc, j'étais dans mon lit. Je sais pas si les auditeurs qui nous écoutent se rendent compte à quel point, même sans être enceinte, c'est déjà un challenge de dingue. Ouais. Donc là, alors que t'es en train de donner la vie, c'est juste waouh.
Il y a une petite question qui me brûle les lèvres quand même. T'es pas obligée d'y répondre. Est-ce que du coup, pour cette deuxième grossesse, c'est à nouveau une césarienne? Ah oui, non. Ouais, bonne question. Bah non, c'est... je n'ai aucun... Mon intimité n'a pas de secret pour personne, puisque c'est la raison pour laquelle je crée ma boîte. Donc, j'ai aucun problème à parler de ça. Non, j'ai un accouchement par voie basse qui a failli finir en césarienne. Ok. Mais je me retrouve avec un périnée compliqué de stade 3 qui ne m'est pas dit et dont je me rends compte après, qui n'est pas dans mon dossier. On m'a mis en épisio, alors que c'est pas une épisio. Et donc, je vais souffrir le martyre atrocement. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu la césarienne et j'ai vécu le périnée défoncé, sans soin. Mais comme je sais que c'est possible, je rappelle ma sage-femme qui revient, si tu veux, en dehors des créneaux prévus, remboursés 100%. Je vais la payer, franchement, on parle de quelques euros, hein, mais je vais lui demander de revenir en dehors du protocole des 12 jours, pris en charge par la sécurité sociale, parce que j'ai besoin d'elle et que je vais lui demander de me couper un point. Je vais lui demander, ça va pas en fait. Et pour la petite histoire, comme dit la cardiologue avec qui je travaille, know your numbers, c'est-à-dire connais ta santé, connais tes chiffres. Elle est cardiologue, donc connais ta tension, etc. Mais là, c'est pareil. C'est qu'en fait, quand j'ai eu mon cancer de la peau visage, qui est pas un mélanome, hein, qui est un carcinome, donc parce que j'ai eu une cicatrice exposée au soleil, donc j'ai eu un cancer de la peau dessus. Enceinte, l'immunité est très basse. Donc en fait, j'ai eu 2 fois, et 2 fois, c'est sorti pendant mes grossesses. Wow. En fait, ma cicatrice s'est rouverte. Parce que j'ai génétiquement, comme ma mère, je digère les fils résorbables de manière ultra rapide. Donc ma cicatrice au visage s'est rouverte. Pour te dire, je mettais des stéristrips en visio avec ma mère qui est infirmière ou ma sœur qui est infirmière parce que j'arrivais pas à les mettre, qu'il y avait aucune infirmière dispo parce qu'on était encore en queue de Covid. Waouh. Et j'étais enceinte. Enfin, j'ai été opérée, je savais pas encore que j'étais enceinte. Mais bon, bref. Donc j'étais quand même crevée et tout. Et t'aurais vu ma tête, on aurait dit une américaine qui venait de se faire botoxer. J'étais méconnaissable, quoi. C'était horrible. Et donc, en fait, quand j'ai eu ma déchirure importante, je leur ai dit, ne me mettez pas des fibres résorbables. Donc, ils m'ont mis des fils type de césarienne semi-résorbables. Mais donc, forcément, tu les gardes plus longtemps. Donc, forcément, ça te gêne plus longtemps. Et donc, ce que je raconte là, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est un vrai message de prévention. C'est que si vous sentez que votre cicatrice se rouvre, il faut tout de suite consulter. La difficulté du périnée, c'est que tu peux pas le voir. Je déconseille absolument le miroir quand t'as eu le périnée abîmé. Ne regarde pas. Demande où sont tes points. Tu demandes à une sage-femme ou gynéco de faire un petit dessin. Voilà, là t'as le vagin, là t'as l'anus, là tes points sont là. Donc quand tu te laves et tout ça, tu visualises. Mais ne regarde pas parce que franchement, c'est pas possible, tu vois. Mais par contre, surveille-toi. Et si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu consultes tout de suite. Parce que peut-être, si t'as jamais été opéré, soit tu digères pas du tout les fils résorbables et tu risques de faire une infection, soit tu les digères trop vite comme moi et ça va se rouvrir. Alors, au visage, c'est chiant. Au périnée, vu la taille de la cicatrice, c'est encore plus compliqué. Donc, si tu veux, voilà. Donc, pas de césarienne, accouchement en voie basse. Donc, voilà, ils ont mis 1h30 à me recoudre parce que j'ai fait une hémorragie, mais j'avais ma fille sur moi. Donc, moi, j'étais là, tout va bien. J'étais trop contente avec mon bébé, tu vois, j'étais bien. Par contre, du coup, je découvre vraiment au postpartum que ça, c'est quand même compliqué, quoi. Et j'ai souffert j'ai pas pu marcher pendant 2 mois. C'est pas la même douleur que la cicatrice. Tu vois, la cicatrice de césarienne, elle est très profonde et t'as mal, je trouve, quand c'est pas bien pris en charge, très longtemps. Ça va t'handicaper pour tout. Tu lèves les bras, tu portes un truc, t'éternues les jambes allongées, t'as mal. Le périnée, je trouve que c'est plus vif, plus insupportable, mais c'est moins long. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une fois que c'est bien cicatrisé, que t'as un peu massé, que c'est redevenu un peu plus souple, c'est passé. Tu vois. Bon, après, il y a la relation intime et tout ça. Bon, ça, c'est une autre étape. Mais t'es moins... l'handicap passe, tu vois. Voilà. Où est-ce que tu trouves ton énergie pendant cette période-là? Je pense que j'ai la réponse, mais je te la pose quand même. Où est-ce que tu trouves énergie pendant cette période-là pour, malgré tout ce que t'es en train de vivre, continuer à être focus sur le développement de ton entreprise? Mon entreprise, moi, j'ai aucun problème à le dire. Mon entreprise m'a sauvée de la folie parce que j'ai pas dormi du tout pendant 6 mois. Je dormais 1 heure par nuit parce que ma fille dormait pas. Donc en fait, avoir des messages des femmes qui attendaient la lingerie, parce qu'en fait, la lingerie a été en vente l'été d'après. Ma fille allait avoir 1 an. Mais avoir déjà ma vingtaine, on va dire, de femmes testeuses qui testaient les produits, qui les ont testés donc de septembre à même jusqu'au shooting de mars, parce qu'ils ont eu la dernière version pré-industrielle en mars. En fait, leur retour,
Le retour des femmes aussi, de la prévention. Le compte s'appelait à ce moment-là « Pas de cicatrices sans super-héroïne », qui est notre slogan. C'est leur retour, en fait. Leur message, le fait de savoir... C'est un moteur de ouf, quoi. Voilà. Et puis, toi, encore aujourd'hui, quand je reçois des messages de femmes qui me disent « Je suis amoureuse de ta lingerie. Aujourd'hui, j'étais déprimée, mais j'étais tellement bien, ça m'a tellement soulagée, je me trouvais jolie. » Ou qui me disent suivre tout ce que tu fais, c'est ma thérapie. Porter ta lingerie, c'est tu vois, c'est révolutionnaire. Tu vois, là, le message que j'ai partagé ce matin, c'est une des femmes que j'aime beaucoup, je l'embrasse d'ailleurs, qui vient d'accoucher, qui m'a renvoyé un message en disant « J'en parle aux équipes médicales de la maternité, la gynéco m'a dit c'est une révolution. » Enfin, c'est tout ça qui fait que tu te dis « Je peux pas m'arrêter », tu vois. Un secret pour personne. Ceux qui regardent en vidéo comprennent. Je suis hyper émotive, mais je me prends une claque depuis tout à l'heure avec tout ce que tu partages, Audrey. Juste merci de faire ça. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, vous voyez à quel point un pourquoi fort peut juste vous aider à soulever des montagnes. Et c'est juste que tu es en train de prouver, en fait. Ouais. Après, la réalité, c'est que de bosser pour la boîte, ça m'a sauvée psychiquement parce que voilà, j'ai porté ma fille en portage pendant plus de 6 mois. Je faisais 50 000 pas par jour. Je te jure, j'avais les pieds défoncés. Je bossais debout. J'avais mis mon bureau en hauteur pour bosser debout avec ma fille en portage. Et le fait de bosser pour ma boîte, ça fait que j'étais psychiquement ailleurs et ça m'a beaucoup aidée. En plus, tu fais le bien, donc forcément, ça aide. Par contre, je suis très engagée sur la santé mentale des entrepreneurs. J'ai participé à plusieurs rapports, etc. Le gros problème, c'est que j'ai pas été bien accompagnée sur le financement. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, j'aurais dû être financée davantage pour avoir tout de suite quelqu'un, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui fait que je travaille avec des freelances, des partenaires, mais j'ai pas d'équipe intégrée. Et ça, pour le coup, ça a fait que l'année dernière, je me suis posé la question, est-ce que j'arrête ou pas, tu vois. Alors que, voilà, pour ceux qui... L'épuisement. Voilà, l'épuisement. C'est une vraie réalité chez les entrepreneurs. On a tendance à l'oublier. Les personnes qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat n'arrivent pas forcément toujours à le comprendre. Mais le cerveau d'un entrepreneur bouillonne en permanence. Ouais, exactement. C'est un truc de fou, quoi. Et en fait, je crois aussi, ça c'est pareil, j'en parle de manière très ouverte parce que j'ai énormément de femmes qui m'écrivent. À un moment donné, j'avais une dizaine de femmes par semaine qui m'écrivaient sur LinkedIn pour me demander des conseils parce qu'elles se lançaient en santé. Donc je m'étais dit, j'organiserai des meet-up et tout, laisse tomber, j'ai 0 temps. Donc du coup, dès que je peux, je fais passer le message que l'entrepreneuriat en santé, et alors encore plus en tech et en innovation parce que tu as la partie industrielle, mais l'entrepreneuriat en santé est un entrepreneuriat pas comme les autres, extrêmement spécifique, pour un tas de raisons. Régulation, le fait qu'il y a quand même une partie qui est prise en charge ou pas dans notre santé avec la Sécu, avec les mutuelles. Nous, par exemple, la lingerie n'est pas encore dispositif médical. C'est pareil, les gars, ça se fait pas comme ça, en fait, devenir un dispositif médical. Encore moins être remboursé. Ça coûte énormément d'argent. C'est des process très longs. Donc, ça se met en place tranquillement. Mais tout ça rend l'entrepreneuriat en santé très compliqué. Et puis, moi, je suis face à la mort très souvent. Les modèles de Wonder Woman portent le nom de femmes de notre communauté de patientes qui sont décédées. Donc, c'est des hommages qui sont décédées de leur cancer. Et je suis face à la détresse et à la mort très souvent. Et j'ai envoyé plein de femmes chez le psy. Comment tu gères ça? Je sais pas, en fait. Parce que tu dis, tu vois, là, tu parles des autres, mais et toi dans tout ça? Alors, en fait, le podcast, ça a été compliqué aussi parce que le vendredi, je faisais les enregistrements. L'après-midi, c'était compliqué. Parce que pendant 1h30, je me prenais quand même une énorme détresse, etc. Après, c'est le but du podcast. Mais je crois que la difficulté, et ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs en santé, si tu veux pouvoir continuer d'aider les autres, il faut pas que ta boîte meure. Et il faut pas que ta boîte meure, il faut que tu fasses du chiffre d'affaires. Pour que tu fasses du chiffre d'affaires, il faut que tu vendes. Et je pense que l'année dernière, à vouloir faire trop le bien des autres, j'ai pas assez parlé de mes produits. Donc, c'était surtout, une partie de l'année dernière. Et ça fait que je vendais pas assez et je comprenais pas. Mais en fait, c'est parce que juste j'en parlais pas assez. Et c'est pas évident de parler de vente en santé, tu vois, parce qu'en plus c'est pas du tout dans notre ADN. Alors déjà que ADN. C'est un sujet chez la plupart des entrepreneurs. Tu vois, alors Et en fait, tout de suite t'es charlatan parce qu'en fait tu te fais de l'argent. Parce que la santé, ça doit être gratuit. Voilà, et tu te fais de l'argent sur le dos des autres. Mais moi, j'explique, il y a rien qui existe. Il y a rien qui existe. Il y a un truc américain qui existe, mais qui est pas quali du tout et qui n'a pas du tout les mêmes vertus.
Et pour tout ce qui est parcours de soins, alors là, il y a 0. Donc, si tu veux, c'est bien beau, mais là, la table, elle a bien été fabriquée par une industrie. Le matériel que tu utilises également, dans les hôpitaux, les pansements, le matériel des obstétriciens ou des chirurgiens, mais tout ça, c'est fabriqué par des boîtes. Donc, je suis d'accord que parfois, il faut pas que certaines choses reposent sur les femmes. Là, mon objectif, c'est que les mutuelles puissent prendre leur part, plus que la Sécu, en fait. Surtout les mutuelles, on paye tous une mutuelle, donc autant qu'elles prennent en charge. Mais si tu veux vendre en santé, c'est difficile. Et pourtant, les gens sont prêts à acheter des iPhones et compagnie. Oui, et d'un autre des côté, prix exorbitants, puis pas investir en soi, en sa santé. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, j'entends aussi que quand tu as par exemple un cancer et que tu dois t'acheter du cosmétique adapté, une perruque, une culotte, machin, à la fin, l'ardoise, elle est élevée. Je suis d'accord. Donc moi, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis, c'est simple, on a fait des coffrets, vous vous les faites offrir. Vous avez une césarienne, vous le mettez sur votre liste de l'essence. Et c'est pas vous qui portez le budget de vous offrir ces sous-vêtements adaptés. Si elles vous plaisent, vous profitez, parce que j'essaie de mettre plein de choses en place pour avoir des points qui font du coup que tu achètes avec un petit code plus, préférentiel et tout. Mais je peux pas faire grand-chose non plus. Moi, je fais du français, ça coûte très cher. Donc, j'essaye de faciliter au maximum les clientes à avoir accès de manière plus facile possible. Mais tu vois, j'ai des clients qui n'achètent pas pour eux. J'ai des clients qui achètent que pour leurs proches. Et même dans le cas de cancer, là, j'ai 2 personnes qui m'ont dit, j'ai une amie, elle va se faire opérer, je voudrais lui offrir la lingerie, qu'est-ce que tu me recommandes, comment je fais, machin, etc. Et donc, je dis, faites-vous offrir. Parce que c'est pas forcément à la femme concernée. Elle peut, si elle a envie, si ça lui fait plaisir, parce que j'ai des femmes pour qui c'est une démarche de dire je prends soin de moi, j'anticipe. Alors, césarienne d'urgence, non. Non, mais il y a l'après quand même. Mais oui, mais tu pourrais te dire je peux m'en passer, tu vois. Mais par exemple, des femmes qui se font opérer, qui sont dans des parcours difficiles, elles me disent de partir dans mon sac avec ma lingerie, j'avais un t-shirt aussi avec un slogan et tout ça. Je me sens préparée, je me sens prête. Tu vois, ça fait partie d'une démarche. Et donc, dans ce cas-là, elles le font elles-mêmes. Et c'est aussi parce que, par tout ce que la marque incarne, tu vois, de se dire, tu sais, genre, je me sens prête. Ouais. Tu sais, j'y vais pas toute seule, en fait. J'y vais avec une communauté derrière. Et je pense qu'il y a vraiment tu n'es pas seule, tu vois. C'est sûr. Ouais. Donc voilà, mais pour l'entrepreneuriat en santé, vraiment, c'est un entrepreneuriat qui est très difficile et il faut vraiment se serrer les coudes, rentrer dans les collectifs, dans les associations, parce que c'est compliqué. Et pour autant, si c'était à refaire, Audrey, qu'est-ce que tu ferais ? Honnêtement, vu la tournure qu'a pris 2024, là, je vais faire la rétrospective. Je viens de mettre à jour la présentation. J'ai fait, on sera en 2025 quand on écoutera cet épisode. Ah voilà, tu vois, très bien. Et donc, je me dis, ah ouais, quand même. Tu vois, je me dis, waouh, c'est pas mal. Je vais être. Est-ce que t'es fière de toi ? J'ai du mal. C'est la question que je pose à tous les podcasts aux femmes justement sur leur parcours. Je leur dis, est-ce que t'es fière de toi ? C'est là où tout le monde pleure en général si on n'a pas pleuré avant. Moi, c'est ton moment, Audrey. Alors, je suis fière de moi en tant qu'entrepreneur où je me dis finalement j'ai perdu du temps, comme je t'ai dit, à avoir trop un positionnement un peu associatif et pas assez business, ce qui est le danger en santé. Mais je me suis rattrapée assez vite et avec un switch de mindset. Donc je suis assez fière de ça. Je suis assez fière d'avoir en 2 ans et demi accompli tout ça, d'avoir plus de 1000 pièces vendues, d'avoir autant d'hôpitaux avec moi, d'avoir sorti cette étude, avec du coup des partenaires qui m'ont suivi pour pouvoir bosser dessus. Le CSA, voilà. L'Hôtel Dieu, qui est devenu mon partenaire, le département Hôtel Dieu à Paris. D'avoir fait les plus gros salons de la tech et de la santé et de la mode, puisqu'on a quand même fait le salon de la lingerie l'année dernière. C'était la première fois qu'il y avait le salon, il y avait de la lingerie tech et santé à ce salon. Donc ouais, ça, tu vois, je suis fière. Après, d'un point de vue personnel, non. Tu vois, parce que parce que j'équilibre mal ma vie perso, ma vie pro, parce que cette année j'étais seule la semaine parce que mon mari a testé un job ailleurs et on n'a pas pu déménager cet été. On déménage on aura déménagé donc quand l'épisode va sortir à Noël. Donc j'ai fait que bosser, m'occuper de mes enfants. Pas du tout de temps perso, mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. C'est-à-dire, je me suis blessée, je vais chez le kiné, mais j'ai même du mal à trouver le temps de faire mes exercices. Je le fais parce que c'est ma santé, tu vois. Mais si j'étais pas obligée, j'arriverais pas à me dégager du temps.
Voilà, donc ça, malgré ça, tout, l'équilibre, c'est une recherche constante et le plus important, c'est d'en avoir conscience et de mettre en place les choses pour sortir de ça. Mais ça sera plus facile. Ouais, mais ça sera plus facile là à partir de du coup 2025, on sera de nouveau 2 adultes à s'occuper de notre famille. Et est-ce que pour autant tu ne peux pas être fière de toi? Enfin, je veux dire, t'as réussi à faire tout ça. Oui, mais si tu veux, j'aimerais être plus bienveillante avec moi-même et puis même plus. J'ai quand même l'impression d'être dans un TGV qui est à 400 km/h et de pas et de temps en temps sortir la tête par la fenêtre et de faire waouh, ça va vite, tu vois, genre salut, ah c'était ton anniversaire, désolé, tiens des fleurs, tu vois, et ça c'est désagréable parce que des fois t'as quand même l'impression que tu rates des trucs, t'es un peu à moitié là, à moitié pas là. Je pense que c'est pour beaucoup d'entrepreneurs, mais particulièrement cette année, du coup tu vois, je pense pas que j'ai été une bonne amie, je pense pas que une bonne mère, est-ce que tu crois réellement qu'on peut être une bonne amie, une bonne mère, une bonne entrepreneur tout le temps? Je veux dire, il y a forcément. Ouais. C'est aussi comme ça que t'apprends. Sans ça, t'apprends pas. Ouais, je sais. Mais je suis exigeante avec moi-même et j'essaye d'être avec les autres comme j'aimerais qu'ils soient avec moi. Tu vois? Et d'ailleurs, je prends beaucoup de notes de la manière dont tu me reçois pour ce podcast, pour mon propre podcast. Parce que tout ça, c'est important, tu vois. C'est des petites choses, mais c'est hyper important. Et il faut pas oublier que quand on crée un business, tu vois, moi, si tu vois, la question, ce serait qu'est-ce que tu referais et tout, je referais tout pareil. Par contre, j'aurais une vision business beaucoup plus construite. Mais tu vois, je vais te dire un truc. Je pense que j'aurais pas pu. Parce que j'étais en postpartum. Parce que j'ai lancé ma boîte, je venais d'accoucher de ma fille. Je parlais d'un sujet qui me concernait aussi. Je vois la différence. Là, ma fille a 3 ans, je suis vraiment sortie de mon postpartum. Et donc, 2023, il y a eu un switch de mindset et je suis persuadée que c'est ça. Parce que t'as pas fait de boîte avant, donc t'es pas habitué à avoir ce mindset d'entrepreneur. Donc, ça ce que tu dis là, tu l'aurais pas dit il y a 3 ans, c'est certain. Tu vois, il faut que ça incube. Et je pense que j'étais émotionnellement et tout, et comme on sait que le cerveau, je vous invite vraiment à lire ce livre du docteur Lucie Joly, le cerveau est modifié pendant la grossesse et en postpartum. On dit souvent jusqu'à à peu près 3 ans, donc c'est à peu près ça pour moi. Et je l'ai senti dans ma façon de travailler. Et donc, je pense que j'aurais aimé qu'une femme qui était passée par là me dise attention à bien prendre les bonnes décisions, parce que tu le veuilles ou non, tu vas pas avoir... C'est un peu bizarre à dire, mais toutes tes capacités de recul nécessaires. Et je pense que j'étais trop empathique. Tu vois, j'étais trop dans l'empathie, trop dans le recueil, mais moi, fallait que je bange, en fait. Fallait que je puisse faire vivre ma boîte. Et je pense que c'est ça qui a manqué, parce que 2024, du coup, avec ce switch de mindset, a été d'une accélération immense. Et je vais pas te dire que j'ai perdu 1 an, mais pas loin. J'aurais pu faire ça plus tôt. Pour moi, c'est pas perdu. Non, tout ça m'a coûté écrit, moi personnellement, psychiquement, tu vois. Mais tout est écrit pour une bonne raison, et tout ce qui est encore en train d'évoluer là, et tout ce qui est en train d'infuser aussi à l'intérieur de toi, vu la façon dont t'as réussi à faire de tout ce que t'as vécu une force, tu vas en faire une putain de force, et tu vas pouvoir transmettre des messages d'autant plus forts. Et peut-être parce qu'effectivement, à des moments, t'auras peut-être le sentiment d'être passé un petit peu à côté de ta vie. Bah, tu vas te rappeler pourquoi c'est important que tu passes pas à côté de ta vie. Après, je suis hyper fière de transmettre ça à mes enfants. Mes enfants, merci. Oui. Non, mais voilà, d'accord. Mes enfants me disent comment vont les dames des culottes. Maman, est-ce que tu as eu des commandes Est-ce qu'on pose des commandes Ils sont voilà, mon fils, c'est qu'il est né par césarienne. Il sait que c'est grâce. En fait, chaque modèle, c'est grâce à l'un et grâce à l'autre. Donc ça, ils le savent. Alors c'est délicat, hein, parce que mon fils commence à comprendre que du coup j'ai souffert. Donc ça s'accompagne. Mais du coup, mon fils, pour les Jeux Olympiques, il voulait créer des flammes. Il a 5 ans. Il voulait créer des flammes olympiques et les vendre, tu vois. En fait, il a compris qu'on pouvait créer des choses qui faisaient ou plaisir aux autres ou qui étaient utiles et en faire un business, mais pas pour le côté argent, tu vois. Je lui ai dit, ok, mais si on gagne des sous, on les donne à une association. Il était trop content, tu vois. Donc ça se transmet. Évidemment, ça, je suis très fière. Après, je vais te dire un truc. Ce qui me rend le plus fière, c'est quand je reçois pas beaucoup, mais là, ça commence à en avoir un peu plus, quand je reçois un prix à Innover ou à Hackathon en santé en novembre. On a donc en 36 heures dû créer la première maquette d'application de parcours de soins, donc qui un peu découle de notre étude. Et j'ai eu le prix coup de cœur du jury. Je ne m'y attendais absolument pas. Et en fait, là, moi, je suis fière parce qu'en fait, c'est pour les autres. C'est-à-dire que toi qui es au fond de ton canapé en train de penser que t'es incapable de tout, c'est le moment où je pleurais, que tu te sens seule, que tu sens que personne te comprend et que t'as mal, eh ben on te voit, on a compris que c'est un sujet de santé parce que une start-up qui s'investit là-dedans a un prix.
Et moi, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une reconnaissance, c'est pas moi personnellement qui l'apprends, c'est même pas la CEO, c'est la patiente. C'est que pour toutes les autres, je me dis, en fait, ça y est, le sujet, il est reconnu comme un sujet de santé publique. Et à tel point que je l'ai annoncé la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, en mars 2025, il y aura le salon Made in Tech, donc le salon de l'innovation en santé, et on fait partie des 20 startups ambassadeurs du salon. Voilà, avec notre sujet de périnatalité, alors pas que, mais quand même très fort. Et c'est un message énorme. Et à la restitution à l'Hôtel-Dieu, il y avait une députée qui était là, qui était césarisée aussi, et qui a promis de monter ces sujets à l'agenda parlementaire. Donc ça me rend fière, parce que c'est une vraie marque laissée, et c'est un vrai message pour toutes les femmes concernées. Et tout ça, c'est des accomplissements. Mais je veux vraiment que tu sors de ce podcast, au moins en l'ayant un tout petit peu intégré, on va dire, compris, c'est que tu dois être fière de toi parce que tout ça, ça n'existerait pas sans toi. Ouais. C'est tout. Enfin, je veux dire, derrière chaque mot que tu nous dis dans ce podcast depuis le début, c'est toi qui es derrière tout ça, c'est toi qui as donné vie à ça, c'est toi qui permet aujourd'hui de sauver ou d'améliorer la vie de certaines femmes. Et il y a un sujet dont tu as parlé qui me touche beaucoup, c'est la vision de tes enfants. Et tu verras parce que ce n'est que le début. Oui, parce que du coup, toi, tes enfants sont plus âgés. Ma plus petite a 3 ans, donc pareil. Mais ma plus grande a 9 ans. Voilà, c'est et ça. Il y a eu depuis 1 an et demi un vrai switch aussi dans sa perception de qu'est-ce qu'on fait, comment, etc. Donc c'est assez marrant à voir. Pour la petite anecdote, parce que j'adore ce moment. Anna, notre grande, du coup, il y a, je sais pas, peut-être 6 mois de ça. C'est de dingue. T'es la deuxième femme que je rencontre avec qui j'ai une proximité forte, un même vécu, dont la fille s'appelle Anna. Ma fille s'appelle Anna. C'est vrai? Oui. Incroyable. Incroyable. Et Anna descend de sa chambre avec une pancarte sur elle. Et elle avait écrit je suis une entreprise, je propose non, pas je suis une entreprise, je propose des services de ménage, rangement du lave-vaisselle, je sais plus ce qu'elle marque, enfin des choses comme ça. Elle dit en contrepartie, je demande des euros. Et elle m'a juste fait beaucoup trop rire parce qu'il y avait cette vision de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, tu vois, Anna connaissait pas forcément mon histoire vis-à-vis de la maternité, etc. Oui. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai donné mon premier TEDx. Oui, félicitations. Sur la thématique s'oublier pour mieux se trouver, et je parle énormément de ma grossesse extra-utérine notamment, de pourquoi j'en suis arrivée là, à quel point le fait d'être focus sur son business m'avait conduite à cette situation qui aurait pu être dramatique, et ma fille a découvert mon histoire par le biais de ce TEDx. Et aujourd'hui, je sens qu'elle me voit encore différemment, qu'elle me voit comme une battante, et elle a changé, elle, dans sa façon de parler, de se comporter, et je sens qu'elle incarne déjà cette résilience. Et ça, je me dis, purée, mais c'est des choses incroyables qu'on transmet à nos enfants. Ça me fait des frissons. Et voilà, juste, c'est magnifique. Moi, je pense que c'est des messages qu'on doit continuer à diffuser haut et fort, parce que c'est fondamental. Et pour toi, mais aussi pour ceux qui écoutent le podcast, j'avais tourné un épisode avec ma fille. Qui m'avait demandé, alors elle avait 8 ans à ce moment-là, elle m'avait dit t'interviews plein de femmes dans le podcast, moi aussi j'ai envie de passer, moi aussi. Et du coup j'avais fait découvrir l'envers du décor. Et voilà, cet épisode de podcast. Je vais aller l'écouter. Ouais. Voilà, pour mon cœur de maman flanche à chaque fois que j'écoute cet épisode de podcast. Mais voilà, tout ça pour dire que tu dois être fière, que je dois être fière, qu'on doit être fière de tout ce qu'on est en train de développer, d'incarner. Et le chemin, il est pas tout lisse, il est semé d'embûches et on jongle avec agilité. Oui. Après, l'épisode sortira en 2025, mais c'est vrai que je sors d'une année quand même personnellement très compliquée, donc je pense que ça entache aussi ma capacité à prendre du recul. Ce qui est sûr, c'est que le cordonnier est le plumage chaussé, et je tiens le même discours que toi aux femmes que j'interviewe, et j'espère pouvoir t'interviewer dans le podcast aussi. Avec plaisir. Pour parler de ta propre résilience. Je ne sais pas si j'aurai un setup aussi canon, je ne sais pas, mais je te donnerai des tips. Mais en tout cas, voilà. Oui, il faut être fier de soi, mais par contre, tu vois, c'est pareil. Je pense que il faut aussi à un moment donné se dire, est-ce que je voulais être entrepreneur, est-ce que ce business me rend heureuse? Est-ce que je poursuis ou pas? Et je pense qu'il faut à un moment donné se poser cette question. Je me la pose pas encore, mais à un moment donné, parce que j'avais pas le bon mindset de chef d'entreprise, mon mari, qui me soutient beaucoup, m'a dit, là, ça te rend plus heureuse, tu subis tout ce que tu fais. Est-ce que tu veux continuer?
L'important, c'est tellement pas le résultat, c'est tellement pas l'objectif final, mais c'est tellement le chemin, c'est important. Oui, mais il faut quand même que tu manges, donc il faut quand même que tu puisses te je suis d'accord verser un avec salaire. toi. Voilà, il faut quand même que tu puisses te verser un salaire. Moi, du coup, je me verse mon premier salaire issu des ventes ce mois-ci, au mois de décembre 2024. Je me suis payé des tout petits trucs, mais vraiment microscopiques avant, une fois lié à une subvention, mais c'est la première fois que je me paye vraiment lié à l'activité de la boîte. Donc, ça fait 2 ans que je commercialise, donc c'est quand même très, très tard. Ne faites pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, levez plus tôt ou associez-vous ou faites en sorte... C'est pas normal. D'accord ? C'est pas normal. Et à un moment donné, t'as le droit de te dire, j'aide les autres, je fais un truc hyper vertueux, c'est canon, toi-même. J'ai des partenaires canons, maintenant j'ai des institutionnels derrière moi, j'ai des hôpitaux qui travaillent avec moi, ok, c'est génial, mais confonds pas, c'est pas la gloire, mais la reconnaissance des autres, parce que c'est toi qui dois faire les courses. Là, ça va être Noël. Cette année, je fais des cadeaux à mes enfants, aussi avec mon argent gagné, et pas... alors attention, je me paye un truc microscopique et je me paye moins que le SMIC, attention. Mais l'année dernière, j'avais plus un rond perso pour faire des cadeaux à mes enfants et à mon mari. Et c'était très, 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 très difficile. Mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. On ne fait pas d'entrepreneuriat sans avoir fait... Et la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. Et ça, c'est important de le dire. À condition, encore une fois, de mettre en place les bonnes choses Mais on ne devient pas entrepreneur. Moi, je savais qu'en santé, en tech, en innovation, ce serait long. On le sait. Mais quand tu deviens entrepreneur, tu te fais ton business model perso. Jusqu'à quand tu peux aller et tenir, surtout quand tu as une famille, avec telle finance. Parce que peut-être tu peux pas. Donc, soit faut que tu fasses de l'argent vite et tout de suite. Et donc, comment tu fais ? Mais à un moment donné, on peut nous reprocher ce qu'on veut, mais il faut qu'on puisse nourrir nos enfants. Et si on a une boîte à impact, moi, j'ai un impact social, j'ai un impact environnemental, j'ai un impact santé, et puis tech, parce qu'on a quand même déposé un brevet qui est français. Mais est-ce que c'est ce que tu manges ? Est-ce que tu peux vivre de ton activité ou pas ? Et ça, je le dis pour aux entrepreneurs, parce que c'est ton podcast. C'est des vraies questions à se poser. Et il faut faire attention aussi. Il faut pas se mettre dans le rouge. Il faut, voilà. Toi, t'as revendu une boîte, t'as une, je sais pas, ovni que tu es de ta vie, d'avoir une boîte si jeune. Enfin, t'as un parcours passionnant que du coup j'ai découvert sur le tard et qui m'a vachement impressionnée. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Mais si, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, on peut avoir un why très fort, on peut avoir un accueil de ce qu'on fait qui est exemplaire. Enfin, moi, j'ai quand même été invitée à Vivatech sur l'allée centrale, vraiment sélectionnée pour être sur l'allée centrale avec les boîtes à impact en 2023, donc l'année dernière. Ouais, totalement dingue. C'est dingue. Tu vois, j'ai fait BFM plusieurs fois, j'ai lu les Échos. Enfin, mais les gars, ça fait pas manger. Donc, il faut pas confondre rendre sa boîte visible et avoir un écosystème qui nous suit, ce qui est indispensable. J'aime beaucoup ce que tu partages là. Non, mais tu vois, ce qui est indispensable, parce que il faut te faire connaître. Mais est-ce que tu as un business model qui fonctionne pour que tout ce que tu apportes de bien puisse perdurer et ne pas couler ta boîte? Les fondations de la boîte sont souvent un vrai sujet, mais en tout cas sur les femmes que j'accompagne, c'est souvent là qu'on vient retravailler. Alors que bon, elles n'ont pas forcément conscience que c'est ça qu'on va aller retravailler quand elles prennent un accompagnement. Mais moi, je pense que si j'étais dans ton accompagnement, j'apprendrais encore plein de choses. Pourtant, je pense avoir fait mais alors, on apprend toujours. Voilà. Non, mais faut le dire aussi. Mais c'est aussi une question de shift et un moment de comprendre les choses. Et là, tu le dis, tu as compris des choses en 2024 et ça t'a conduit 2024. Ça t'a conduit à cette accélération. Tu vois, moi, c'était entre 2016 et 2017. Alors, en plus, c'était concordant avec la grossesse extra-utérine et tout. Mais ça faisait 3 ans qu'on avait notre boîte avec mon mari, qu'on faisait 17 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc, on n'en parle pas, on se payait pas, etc. C'est ça. Heureusement qu'il avait un PEL parce que sinon, je sais pas comment on aurait vécu. Avec déjà une petite. Je tiens à dire que c'est pas de la folie, c'est du courage. Parce que ce que vous avez fait. Parce qu'en France, on voit beaucoup en disant « Oh, ils ont perdu leur situation, ils ont pas de thunes. » Mais gars, encore une fois, le gobelet dans lequel que tu bois. Mais tu crées pas des grandes choses. La voiture avec laquelle tu roules, le logiciel que tu utilises, tu crois qu'il est né d'où ? De ces Pères Noël ? Il a bien été créé par des entrepreneurs qui ont créé des boîtes. Non, mais... Tout le monde... Non, mais pour moi, tu crées pas des grandes choses sans sacrifice quand même. Le monde ne repose pas que sur les grands groupes. Ouais. D'accord. Loin de là. J'ai appris un truc hier, mais je vais pas le dire parce que j'ai pas eu le temps de vérifier dans la presse. Mais j'ai appris qu'une enseigne extrêmement connue textile est en liquidation
alors que c'était un des emblèmes des JO, ok? Donc ça veut rien dire. Exactement. La pseudo-réussite je voulais te dire que sur les réseaux et la réalité. Ce que je voulais te dire, c'est que ce que vous avez fait, pour moi, c'est du courage. Et il faut avoir des balls de fou pour faire ça. C'est fou comme t'arrives à le dire aux autres. Non, mais tu vois, d'avoir à deux comme ça, avec déjà un enfant, de t'être dit, on y croit et on se serre la ceinture parce qu'on y croit. Et je pense que vous réussissez bien. On a eu des gros moments de doute. Hein. Oui, mais c'est normal. Mais du coup, entre 2016 et 2017, donc 2016, on fait 17 000 euros de chiffre d'affaires. 2017, on termine à 170 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et à un moment, juste quand, hop, ça fait tic, quand t'as le bon modèle économique aussi, et que tu mets en place les bonnes actions, en fait, à un moment, ça peut marcher. C'est pas qu'une question de temps. C'est ça, on aime bien dire qu'il faut du temps. Oui, parfois, il faut du temps, mais pas que. Alors, je suis d'accord. Des fois, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de temps. Et après, moi, par exemple, je suis dans un domaine où il n'y a rien. Il y a rien et il y a une perception sociale que c'est pas un sujet. La preuve, quand j'avais été à Vivatech et que j'avais fait l'émission La Pépite sur BFM, donc c'est un direct qui est à 5h du mat, je crois. Une des journalistes m'a dit « Ouais, enfin bon, une césarienne, au bout de 2 semaines, on est debout. » Wow. Zip zip, tu vois, fermeture éclair. Super, merci. Mais juste pour reparler de ça, c'est une notion. J'espère qu'il a pas vécu de césarienne après. Non mais alors, il y a des césariennes programmées où comme ça se passe très bien, la femme cicatrise bien, tout s'est fait en douceur. Effectivement, au bout de 2 semaines, elle se sent très bien. Ça veut pas dire qu'elle va pas avoir des complications plus tard. Elle peut avoir de l'endométriose, elle peut avoir des adhérences profondes, elle peut avoir un tas de trucs. Mais si tu veux, c'est une perception sociale. Les femmes qui ont des cancers, le sujet de la cicatrice n'est jamais un sujet. Ah, t'as été opérée, on t'a enlevé ton sein malade, tout va bien. Gars, j'ai une cicatrice de 15 cm. En fait, t'avais mal au ventre. T'as une cicatrice de 24 cm et une poche de stomie, alors que t'es allée juste parce que t'avais des douleurs aux ovaires. T'avais en fait un cancer des stades 4. C'est bon, t'es en chimio, ta vie, elle est sauvée. Donc en fait, pour la société, les sujets que je traite, déjà, on n'a pas envie de les voir. Et en plus, on fait pas face à la souffrance des autres. Donc, faut pouvoir l'accueillir. Et donc, si tu veux, c'est juste pour modérer ton propos. Parfois, il faut du temps parce que tu défriches un domaine. Mais du coup, il faut avoir d'autres façons de faire du cash pour que ta boîte fonctionne et que tu puisses aller attendre ce moment où ça y est, t'as atteint suffisamment de visibilité et qu'on te connaît assez pour que tu puisses développer ton chiffre d'affaires. Tu vois le truc, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Mais pour le coup, j'ai connu les modèles start-up et connu les modèles prestations de services. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Voilà. Et en start-up, c'est pas du tout le même sujet. Moi, aujourd'hui, j'accompagne que des femmes dans la prestation de services parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à maîtriser et à mener à haut niveau. Bah, bien sûr. Mais clairement, c'est pas du tout les mêmes sujets. Start-up, je me suis pris des gros murs. Ouais. Audrey, je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures, mais on va bientôt se faire chasser de cette salle. Audrey, si on veut te suivre, si on veut te contacter, si on veut découvrir ta marque de lingerie, encore plus du coup, ton podcast, ton accompagnement, bref, on va où? Écoutez, sans surprise, Instagram, donc Wounded Women officiel. Et sur LinkedIn, bien sûr sur woundedwomen.fr. Je mettrai toutes les infos. Voilà, je réponds à tous les messages. Le podcast, il est sur toutes les plateformes d'écoute. Il est sur le site. Donc, si vous le trouvez pas, allez sur le site. Si vous l'écoutez, que vous êtes professionnel de santé, vous pouvez nous écrire parce qu'on fait plein de choses pour les pros de santé. Et si vous avez une boutique, écrivez-moi et on référencera la lingerie. Et surtout, je lis tous les messages. Donc, si vous voulez m'écrire, je vous lis avec grand plaisir. Et puis, je voulais te remercier vraiment pour tout ce que tu fais, ton programme pour les femmes, parce que c'est trop important d'être accompagné. Ça, c'est pareil. N'entreprenez jamais sans être accompagné. Ton podcast qui est absolument génial, ton parcours de vie, ce que t'es. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Audrey, je suis super touchée. Merci vraiment à vous pour l'écoute de ce bel épisode de podcast. Je sais pas si vous avez frissonné avec nous, mais en tout cas, moi, je me suis pris des grosses claques pendant cet épisode en douceur. Oui, tout à fait. Mais il y a la vidéo, ils verront. Merci encore du fond du cœur à toi Audrey et à bientôt. À bientôt et prenez soin de vous. Oui.